Le changement climatique est devenu l'un des sujets les plus exposés à la désinformation. Est-ce que vous trouvez ça normal que l'on entende encore ce genre de propos à la radio ou à la télévision en 2024-2025 ? Le climat, alors, est-ce qu'il est déréglé, réchauffé ou pas On peut s'interroger sur la part de l'homme ou pas dans ce réchauffement climatique. On nous a baratiné depuis des décennies, on a tous vécu sous ces catastrophes climatiques, il est temps d'arrêter. La transition écologique est évidemment une priorité, mais c'est pas la priorité des priorités, c'est pas vrai. La désinformation climatique ne se limite pas aux réseaux sociaux. Elle se normalise de plus en plus dans les grands médias audiovisuels français. C'est ce que démontre une étude publiée le 10 avril par Data for Good, Quota Climat et Science Feedback. 3 ONG spécialisées dans l'analyse du traitement médiatique des enjeux écologiques. Elles ont analysé les programmes d'information des 18 principales chaînes de télévision et de radio de janvier à mars 2025. Résultat, sur 3 mois de temps d'antenne, 128 cas de désinformation climatique ont été détectés, soit 10 par semaine. Les médias privés représentent plus de 85% des cas. Et Sud Radio est en tête devant CNews. On a appelé ça science, mais enfin une science dont le principal porte-parole est Greta Thunberg, qui a quitté l'école à 15 ans, est une science un peu douteuse, n'est-ce pas ? Bonjour, moi je suis outrée par les propos de votre invité, parce que pour moi il connaît rien à rien. Une grande partie de ces fausses informations ou intox porte sur les solutions pour limiter le réchauffement climatique. Les sujets les plus visés par les tentatives de manipulation sont les énergies renouvelables et les véhicules électriques. Et moi, je suis contre l'obligation de ces voitures électriques. On continue à subventionner massivement ces énergies intermittentes qui ne fonctionnent pas. Et pendant ce temps-là, les questions écologiques sont quasiment absentes des médias. Elles ont occupé 2% du temps d'antenne entre janvier et mars 2025. Et moins on en parle, moins le téléspectateur est entraîné à distinguer le vrai du faux. Tout ceci pose un grave problème démocratique. Comment peut-on faire des choix en tant que société si nous ne sommes pas correctement informés sur l'urgence de la situation et les solutions qui s'offrent à nous ? Au milieu de ce brouhaha, de cette désinformation organisée, de plus en plus de personnes se retrouvent perdues. Et on en oublierait presque que le réchauffement climatique n'est pas une opinion, c'est un fait. Il y a un consensus scientifique. Je ne suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat. Dit toute cette histoire du climat, il dit c'est une arnaque verte. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Tout ceci se passe dans un contexte général d'attaque contre la recherche, où les scientifiques sont devenus des boucs émissaires. Tout simplement parce qu'ils alertent sur une réalité que beaucoup ne veulent pas vous laisser voir. Alors comment faire face à cette désinformation ? En quoi est-elle un outil stratégique pour préserver des intérêts économiques ? Comment changer ce système médiatique et s'armer intellectuellement pour ne pas se laisser prendre au piège ? Réponse dans cet entretien avec Eva Morel et Emmanuel Vincent. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blast. Alors, Eva Morel, vous êtes cofondatrice et secrétaire générale de l'association Quota Climat, qui se bat pour un meilleur traitement médiatique de l'écologie, notamment à travers une recension des cas de désinformation, des interpellations, des saisines de l'Arcom, des actions de plaidoyer aussi, on va y revenir. Emmanuel Vincent, vous êtes fondateur de Science Feedback, une association qui s'est donnée pour mission d'améliorer la crédibilité des informations liées à la science dans les médias et sur les réseaux sociaux. Vous êtes aussi chercheur associé du Media Lab de Sciences Po et vous étudiez la désinformation en ligne dans les domaines scientifiques tels que le changement climatique et la santé. Vous faites tous les deux partie du collectif de 3 ONG avec Data for Good qui a publié une note sur la désinformation climatique. Je précise qu'elle a été réalisée sur la base de données qui sont traitées par l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui identifie les contenus liés à l'écologie dans les médias audiovisuels et que votre rapport final sortira en septembre 2025. Donc cette note, elle est intermédiaire. Donc pour la réaliser, vous avez conçu un système de détection automatisée de la désinformation climatique grâce à une intelligence artificielle. Vous avez scanné tous les propos tenus sur les 18 principaux médias audiovisuels français et radio. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé dans les résultats que vous avez obtenus ? Alors, moi, la chose qui m'a le plus frappé, c'est de se rendre compte qu'il y avait autant de désinformation. C'est de pouvoir quantifier qu'il y a effectivement en moyenne 10 cas par semaine dans des médias qui ont une opinion une audience très large en France. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est choquant, c'est que on arrive à montrer l'ampleur de ce problème. Donc, on peut être conscient, on peut se dire, oui, c'est vrai, j'ai entendu une fois, mais être capable de quantifier, de regarder
toutes ces chaînes et de voir que ce phénomène est présent, il est permanent. Ça, c'est la surprise du rapport. Il y a également un élément sur la distribution des cas dans le champ audiovisuel français. On pourrait s'attendre à ce que certains médias concentrent l'intégralité de ces cas. Et c'est des mauvais élèves assez récurrents. Quand on scanne l'espace médiatique, on peut les avoir en tête, CNews, Sud Radio, Europe 1. En revanche, il y a d'autres médias publics qui sont aussi concernés. Et ça, c'est quelque chose qui était aussi un choc de se rendre compte que par effet de contagion, en fait, les cas de désinformation climatique apparaissent de plus en plus là où on ne s'y attendait pas. Ce que l'on a pu faire, c'est rendu possible par l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a analysé, comme vous le disiez, 18 chaînes et tout ce qu'ils ont dit, tous les transcripts, tout ce qui s'est dit à la télé et à la radio. Et ça, humainement, c'est pas possible de le faire, un à un avec quelqu'un qui va regarder tout. Donc, on a utilisé une intelligence artificielle qui va détecter dans chaque morceau de 2 minutes, est-ce que ça parle de climat ou d'environnement, oui ou non. Donc, on a filtré de cette manière-là tout ce qui se dit. C'est ça le chiffre des 2%. Et ensuite, à l'intérieur de ces segments qui parlent de climat ou d'environnement, on est allé poser une question à une intelligence artificielle que l'on a entraînée pour détecter de la désinformation. Est-ce que ce segment contient de la désinformation, oui ou non? Donc ça avec des mots-clés ou des choses comme ça? La première chose, c'est avec des mots-clés. Est-ce que c'est de la désinformation? C'est pas des mots-clés. C'est vraiment beaucoup plus fin que ça. Donc on utilise une intelligence artificielle qui est capable de comprendre d'une certaine manière l'argument qui est fait et de le comparer avec la réalité scientifique. Donc c'est assez impressionnant de voir que une intelligence artificielle aujourd'hui, et c'était pas le cas il y a 2 ans, mais aujourd'hui, elle est capable dans la plupart des cas, de ne pas se tromper. Évidemment, ensuite, ce que l'on fait, c'est qu'on va faire une vérification humaine avec des experts scientifiques qui vont vérifier chaque cas un par un. Mais on en est à 200, donc c'est faisable. Alors qu'au début, on était sur des dizaines de milliers d'heures de vidéos à regarder. Et ce que vous dites, justement, c'est que c'est aussi problématique parce que 69% des Français font confiance aux journaux télévisés d'information pour s'informer. Oui, il y a une question de confiance, il y a aussi une question de devoir d'exemplarité de la part de certains médias par rapport à d'autres. On a un état de la régulation en France qui est assez clair, qui est inscrit dans la loi et qui est encadré par l'autorité de régulation audiovisuelle. Et en fait, ces cas de désinformation, ils viennent contredire cet état de la régulation, mais de manière non sanctionnée, non régulée et même non observée jusqu'à présent. Et donc, c'était particulièrement important pour nous de poser un premier constat, en fait, sur l'état de cette dérive. Oui, parce qu'on a tendance à penser à la désinformation en ligne quand on pense à la désinformation climatique. D'ailleurs, par exemple, en décembre 2024, en Europe, 13% de la désinformation en ligne portait sur le climat. Vous le rappelez que, selon l'Observatoire européen des médias numériques, le climat est le sujet qui a suscité le plus de désinformation au sein de l'Union européenne en novembre, mais aussi en janvier. Et là, ce que vous montrez, c'est aussi le rôle des médias traditionnels. Et vous expliquez dans votre note que la désinformation, elle est favorisée par l'absence de contradictoire proportionné et la multiplication des formats d'opinion, donc finalement l'économie des médias aujourd'hui. En fait, il y a une question de coût de l'information et du fait de produire des émissions d'information qui sont de l'ordre du débat, d'inviter des polémistes sur un plateau qui est toujours le même. Ça coûte très peu cher et c'est utilisé par certains propriétaires de médias pour faire de l'opinion qui clive, qui divise sur des sujets sur lesquels certains groupes politiques et économiques se positionnent de plus en plus. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que le climat, c'est devenu un terrain de bataille de l'opinion de certains acteurs qui sont bien identifiés. Dans une précédente note de Quota Climat, on avait pu identifier 4 groupes qui participaient activement à propager ces narratifs de désinformation climatique, qui étaient l'économie carbonée et tous ses dérivés, l'économie fossile et ceux qui y participent, l'économie plastique, l'économie de l'attention, ceux qui monétisent l'audience de ces différents contenus, les groupes d'extrême droite complotistes, et puis les ingérences étrangères qui de plus en plus misent sur ces thématiques. Et ce qui amène la désinformation climatique à avoir des moments de pic, notamment en fin d'année 2024 avec les inondations à Valence. Ça a été un moment qui a été instrumentalisé pour produire et diffuser ce type de contenu, et ça touche désormais les médias traditionnels. Et vous le notez d'ailleurs, la désinformation climatique est un outil stratégique déployé par plusieurs acteurs pour favoriser leurs intérêts convergents, car alignés sur l'entrave de l'action environnementale. Oui, en fait, l'objectif ultime de la désinformation, c'est de ralentir l'action climatique, c'est de perpétuer l'inertie, voire d'obtenir des reculs sur des normes environnementales bien identifiées. Là, dans la note, on identifie qu'il y a 2 thématiques qui sont particulièrement exposées aux enjeux de désinformation, qui sont les questions d'énergie et les questions de véhicules, de mobilité, notamment le véhicule électrique. Oui, ce que vous dites, c'est surtout les énergies renouvelables et les voitures électriques. Ouais.
Et c'est pas étonnant parce qu'en fait, on a des normes qui ont été élaborées et qui se posent sur ces deux secteurs, qui dérangent les personnes qui ont un intérêt à ce qu'elles ne soient pas mises en vigueur ou retardées dans le temps. Et donc, c'est pas principalement sur ces terrains de jeu qu'on va alimenter les narratifs qui permettent juste de créer du doute, de semer de la confusion et d'égaler le débat non pas vers les solutions, mais vers les faits, ce qui est particulièrement problématique pour mettre en place ces solutions. Moi, je suis contre l'obligation de ces voitures électriques. Je suis d'accord avec Yves Cochet, pour une fois, ce qui est très rare, qui est un vrai écologiste et qui dit la voiture électrique est bien plus polluante que les petites voitures hybrides thermiques. Vous avez noté d'ailleurs que la désinformation climatique, elle augmentait à proximité de grands moments politiques et géopolitiques, comme par exemple durant la semaine de l'investiture de Donald Trump ou durant des consultations aussi pour des politiques publiques sur le climat. Donc on peut penser au moment où il y a eu le lancement de la consultation publique sur la programmation pluriannuelle de l'énergie ou le moment où il y a eu la sortie du plan national d'adaptation au changement climatique. En quoi est-ce que, justement, ça pose des questions démocratiques et quels sont les types de narratifs qu'on entend dans ces moments-là ? Il y a des moments qui sont particulièrement faciles à instrumentaliser parce qu'on sait qu'ils ont un potentiel de division. Et les questions des politiques publiques, c'est particulièrement le cas. Alors la question de l'adaptation, ce qui est curieux, c'est qu'elle n'était pas très médiatisée jusqu'à présent. Avec l'Observatoire des médias sur l'écologie, ce qu'on constate, c'est que c'est plus ces questions d'atténuation, de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont présents dans le débat médiatique. En revanche, les questions d'adaptation sont très peu représentées parce que aussi très peu investies comme terrain de jeu politique jusqu'à présent. Oui. Donc les deux sont bien sûr corrélés. Et en fait, ce qu'on constate avec cette nouvelle médiatisation des questions d'adaptation, c'est que d'emblée, parce qu'on est dans un moment où le climat polarise, l'adaptation va polariser. Et c'est inquiétant parce que si un sujet polarise, ça veut dire qu'on est vulnérable à des tentatives d'ingérence, que ce soit des ingérences domestiques ou étrangères. Enfin, ça peut venir de différentes sources. Et c'est important de mettre l'accent sur le fait que ça ne vienne pas que de l'étranger, parce qu'on a tendance aussi à avoir c'est ce réflexe de pensée qui externalise la menace, alors qu'en réalité, il y a des questions qu'on peut se poser directement en France. Et le fait d'être vulnérable, sans avoir de garde-fou, ça veut dire que, en fait, à tout instant, il peut y avoir des tentatives d'ingérence, même en période électorale, qui pourraient être profondément perturbatrices pour la tenue d'élections. Ce qu'on a déjà constaté en Roumanie, en Allemagne dernièrement. Et donc, le signal d'alerte qu'on aimerait tirer, c'est que les médias ont un rôle de rempart à jouer par rapport à ces narratifs, en les identifiant et en opérant une contradiction en direct, mais aussi dans les contenus d'information qui sont rédigés par écrit au sein de la presse, c'est également possible. Et le fait d'opérer cette contradiction, ça peut donner des clés de lecture et redonner de la confiance dans ces médias qui sont de plus en plus vecteurs de doute dans un contexte où, de toute manière, le doute est généralisé parce qu'on ne sait plus vraiment quoi croire sur certains sujets, particulièrement techniques comme le climat. Dans une interview au Nouvel Obs, la climatologue Valérie Masson-Delmotte dit « On voit émerger de nouveaux boucs émissaires, la protection de l'environnement, les agences environnementales, voire des scientifiques que l'on jette en pâture à l'opinion publique pour distraire d'une réflexion d'ensemble sur les dysfonctionnements et injustices de notre société. » Elle pointe du doigt les politiques et certains médias privés qui jouent ce jeu-là, notamment ceux du groupe Bolloré. Et elle explique « Leur cible, c'est la capacité de nos démocraties à prendre à bras le corps les questions climatiques. » Pour vous, est-ce que c'est aussi ça qui est en train de se passer, et c'est aussi ça que vous retenez de votre travail? Sur ce sujet-là, c'est important de voir que les forces qui sont en train d'essayer de discréditer la science du climat, ce sont des forces économiques, mais aussi politiques, qui ont un projet qui consiste à continuer à accumuler le maximum de profits, et donc toutes sortes de régulations qui pourraient diminuer les profits, c'est quelque chose contre lequel ils vont lutter. Pour ça, ils se sont alliés à des forces politiques qui sont populistes, qui vont essayer simplement de dire ce que les gens ont envie d'entendre sans réellement solutionner des problèmes. Et de manière naturelle, leurs ennemis, ce sont tous les gens qu'ils n'arrivent pas à soumettre, donc des scientifiques, des journalistes et des juges, par exemple, la justice. Donc, on voit apparaître une espèce de conflit, une tentative de soumission. Et puisque ce n'est pas possible, un scientifique, en général, on ne peut pas le soumettre, il va dire ce qui est vrai sur la base de ce qu'il a observé. C'est pour ça qu'on va se transformer en cible. Les scientifiques qui disent quelque chose qui ne colle pas avec le langage, avec les messages qu'ils ont besoin de véhiculer pour gagner les élections, on devient des cibles du simple fait que
on ne va pas se soumettre à accepter cette autorité-là qui va consister à nier la réalité, puisque ça correspond à un projet politique. Et au-delà de ça, c'est un projet politique sur lequel ils mettent de l'argent. Le discrédit des scientifiques, c'est quelque chose qui est financé par des tentatives, enfin par des campagnes de désinformation qui sont articulées à l'échelle internationale. Alors quand on parle de ces sujets, on peut avoir l'impression qu'on vire vite dans le complot, mais il y a des preuves tangibles, des enquêtes qui ont été menées sur des réseaux d'influence qui visent à discréditer la science du climat. Et par exemple, il y a... le réseau Atlas, notamment, Heartland Institute. Exactement, ces réseaux qui sont très financés au niveau des États-Unis parce qu'il y a historiquement beaucoup de mécénat qui se fait sur ces questions pour aider l'industrie fossile, entre autres. Mais ça a été démontré que parmi les narratifs qui étaient le plus financés pour discréditer globalement la transition écologique, le discrédit des scientifiques et plus généralement des messagers de la transition, qui regroupent également tout ce qui est instituts ou organisations publiques également de défense de l'environnement, des ONG. Tout ça, ça regroupe des personnes qui sont considérées comme disruptives, et donc leur discrédit va être le narratif le plus financé. Et c'est quelque chose qui est important parce qu'on peut avoir l'impression que il y a peut-être quelque chose qui monte du terrain, une espèce d'insatisfaction par rapport aux propos qu'on peut tenir ou une perception trop radicale des choses, mais c'est pas une perception naturelle qui monte, c'est quelque chose qui est sciemment articulé, c'est une campagne d'opposition, et peut-être sur lesquels nous, on n'a pas forcément de levier parce qu'on n'en distingue pas forcément les rouages, parce que tout ça se fait de manière très opaque, et c'est que quand on a des éléments d'investigation qu'on comprend pleinement où est-ce que ça a été amplifié, où est-ce que ça a été même en termes d'algorithmes truqués en ligne pour que ces narratifs montent et soient de plus visibles au sein de l'opinion. Oui, David Chavalarias a notamment montré justement à travers plusieurs études à quel point la désinformation climatique et notamment le climato-scepticisme avait augmenté notamment sur X, ancien Twitter, depuis l'été 2022, avec un certain nombre de bots et vraiment une volonté de faire monter cette conversation là. Et je pense que toutes les personnes qui étaient sur Twitter à ce moment-là, moi je l'ai vécu aussi, ont vu en fait des attaques de plus en plus fortes et un climato-scepticisme de plus en plus important. Vous pointez du doigt Sud Radio et notamment CNews, Sud Radio en tête, qui est le média sur ces 3 mois qui a fait le plus de désinformation climatique. Un des problèmes aussi de Sud Radio, c'est justement le fait d'inviter des faux experts ou des climato-sceptiques qui font de grandes ventes en librairie pour contredire et finalement avoir l'impression d'être dans une forme de résistance par rapport à ce qu'on entendrait partout en disant voilà, nous, on va vous donner un autre point de vue. Est-ce que vous pouvez justement donner des exemples de comment ça se manifeste, ça ? Oui, alors c'est important de se rendre compte qu'effectivement sur Sud Radio, sur CNews et sur les autres chaînes que l'on a observées, souvent la désinformation, elle est portée par des invités, donc qui sont présentés comme des experts. Or, ce que l'on voit, c'est qu'il y a très peu de scientifiques du climat qui sont invités finalement. C'est un scientifique, c'est François Gervais, qui vient de publier « Il n'y a pas d'apocalypse climatique ». Incroyable. André Berkoff reçoit Steve Gounin, physicien, ancien conseiller scientifique de Barack Obama, pour son livre « Climat, la part d'incertitude », édité chez l'Artilleur. Bonjour Steve Gounin. Et voilà, sur ces chaînes-là, comme CNews ou Sud Radio, on va inviter des gens qui, par exemple, promeuvent un livre qu'ils sont en train de vendre, et on va les présenter comme des scientifiques. Or, ce n'est pas le cas. Il n'y a pratiquement plus aujourd'hui de scientifiques qui vont dire que le changement climatique n'est pas réel, que le changement climatique n'est pas dû à l'homme, et que le changement climatique, en gros, n'est pas un problème pour les sociétés. Tous les scientifiques qui étudient ce problème sont arrivés à la même conclusion. Maintenant, il y a des phénomènes de bord, c'est-à-dire peut-être des gens qui sont spécialistes d'un autre domaine, comme par exemple la géologie, c'était le cas il y a une vingtaine d'années avec Claude Allègre et d'autres, et aussi des géographes. En ce moment, il y a un géographe qui vend un livre qui va nier la science du climat, mais voilà, ce ne sont pas des experts de ce domaine-là. Oui, ce ne sont pas des climatologues. On peut penser à Stephen Koonin ou à François Gervais. Ces personnes-là ne sont pas spécialisées dans les sciences du climat, en fait. Voilà. Donc, ils vont avoir une sorte de fausse aura d'expertise, alors qu'en fait, ils n'ont jamais étudié le sujet dont ils sont en train de parler. Donc, c'est vrai que c'est important pour le public de se rendre compte que c'est pas parce que quelqu'un est présenté par un expert que c'est forcément le cas. Et je pense que de manière plus large, la posture de Sud Radio, notamment, qui est la chaîne qui est la plus problématique puisqu'elle concentre 40 des cas qu'on a identifiés sur 128, donc c'est particulièrement préoccupant. La posture, c'est d'instrumentaliser
maximes qui sont possiblement vertueuses, comme par exemple le fait de défendre la liberté d'expression, ou le fait de donner la part de parole à ceux qui ne sont pas fréquemment représentés dans les médias, ou encore de valoriser une posture de doute qui est philosophiquement très vertueuse, pour ensuite donner la parole à des personnes qui en fait ne représentent qu'un seul point de vue. Enfin, il n'y a pas du tout de pluralisme dans la manière dont Sud Radio conçoit les débats sur le climat. Nous sommes libres, Sud Radio est libre, CNews est libre, Europe 1 est libre d'exprimer librement la pensée des différentes opinions. Oui. Sud Radio fait parler justement des personnes qui disent un autre narratif, mais qui ne convient pas à ces ayatollahs, à ces activistes. On est en train d'étudier par rapport au temps d'antenne consacré à ces questions, le nombre de cas de désinformation qui survient. En fait, c'est quasiment, quand on prend en considération les discours de l'inaction, 50% des émissions de Sud Radio qui concentrent ces narratifs. Donc, c'est pas du tout une posture de doute, de pluralisme ou de diversification des points de vue. Au contraire, c'est une posture de restriction. Mais je pense que c'est important de dire que cet argument, il entre en résonance avec un discours plus général de volonté, soi-disant, de défendre une liberté d'expression qui s'affranchirait de toute règle. Oui. Et en fait, la liberté d'expression, ce n'est pas ça, c'est le produit de règles qui ont été cadrées pour défendre des points de vue, défendre des minorités, défendre des personnes qui n'ont pas nécessairement la capacité d'être très visibles dans le débat médiatique, en s'assurant qu'on cadre et que ce ne soit pas la loi du plus fort. Et en fait, avec ce retour de certaines postures, encore une fois, très vertueuses dans la manière de le défendre, en fait, on revient sur ces acquis, on revient sur ces droits qui sont inscrits dans la loi, dans notre constitution aussi française, pour donner l'impression qu'elles nous affranchissent de cette possibilité de nous exprimer dans le débat public. Et tout ça, ça rentre dans une séquence où on entend ces arguments qui sont désormais prononcés par la bouche du président des États-Unis. I terminated the ridiculous Green New Scam. I withdrew from the unfair Paris Climate Accord. Et en fait, on constate que c'est vraiment une internationale réactionnaire qui instrumentalise les mêmes arguments pour les faire résonner et détricoter des normes établies, à la fois au niveau du climat, mais plus généralement, en fait, au niveau de la démocratie. Et en fait, le climat, c'est désormais devenu un cheval de Troie de détricotage des acquis démocratiques. Et c'est ça qui est, je pense, le plus inquiétant aussi dans ce qu'on constate, c'est que c'est plus désormais une conversation de défenseurs de l'environnement. C'est une conversation qui devrait s'élargir à toute la société. Pour donner un exemple, Pascal Praud sur Europe 1 disait par exemple « On est en droit de se questionner sur la responsabilité humaine dans le réchauffement climatique ». Et donc c'est vraiment, il utilise cette formulation, on a le droit de se questionner comme si c'était un défenseur de la curiosité intellectuelle. Or, la réalité, c'est que les scientifiques, évidemment, se sont posé cette question déjà. Je ne suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat. C'est juste une posture. Donc il va dire « Je me pose toutes sortes de questions », mais il va même pas chercher à trouver la réponse. Puisque chercher à trouver la réponse, ça veut dire aller regarder les preuves, aller regarder ce que les scientifiques ont produit. Et c'est ça, faire preuve de curiosité intellectuelle. C'est se poser les questions, oui, mais c'est aussi aller jusqu'au bout de la procédure et aller voir si on n'a pas déjà la réponse. Et c'est déjà aussi comprendre, on le rappelle, le travail du GIEC qui est souvent aussi dénigré, alors que le GIEC en fait se base pour faire ses rapports sur des dizaines de milliers d'études scientifiques qui sont des études qui ne sont pas forcément toujours d'accord. Il peut y avoir des études contradictoires, etc. Et donc se base sur sur le travail de scientifiques partout à travers le monde pour en faire une synthèse. Et la dernière synthèse dit qu'il y a une certitude de 100% que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine du réchauffement climatique. Et montre aussi que les sciences du climat, ce sont des faits, et ce ne sont pas des opinions. Un autre sujet que vous soulevez à travers cette note, c'est en fait le peu de temps d'antenne qui est consacré aux questions écologiques et qui est un vrai problème démocratique aussi. Donc les enjeux écologiques ont représenté que 2% du temps d'antenne sur les 3 premiers mois de l'année 2025, donc selon l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui note aussi qu'ils ont représenté que 3,7% du temps d'antenne en 2024, soit une baisse de 30% par rapport à 2023. Vous qui observez justement ces phénomènes de désinformation en ligne ou dans les médias, etc., est-ce que vous observez vraiment un fort recul du traitement en fait des enjeux écologiques depuis 2 ans à peu près, et ce retour de bâton dont on parle de plus en plus? Ce qui est effectivement observé, c'est qu'il y a peu de temps d'antenne, alors que c'est un sujet qui intéresse la population. Donc, il y a quand même un décalage entre une faible représentation dans les médias, alors que ça intéresse le public.
Et je pense que c'est particulièrement important de dire que dans un moment où on a un essor de la désinformation, comme on l'a dit, comme terrain de jeu de certains acteurs, et qu'on a un recul de l'information intègre, de qualité, qui permettent de comprendre en détail les rouages de l'information à la fois scientifique, mais aussi des solutions de la transition et de se mettre en mouvement, en fait, ça crée une double vulnérabilité. C'est-à-dire qu'on n'est pas informé et donc on ne sait plus faire, on est incapable de discerner le vrai du faux, de faire la part des choses, on a une perte de repères généralisée. Et donc, en fait, c'est particulièrement stratégique dans ce contexte de baisse de l'information environnementale de amplifier la voix des personnes qui portent des propos dissidents et qui sont à l'encontre de ce qui a été établi dans les rapports du GIEC, entre autres. Et selon nous, ce double facteur de vulnérabilité, il est encore une fois entre les mains notamment des médias, parce que les médias sont des facteurs de cohésion sociale. C'est-à-dire que on peut avoir l'impression que les réseaux sociaux ont concurrencé de plus en plus les médias traditionnels, on peut avoir l'impression que l'audience de ces médias diminue. En réalité, les chiffres de Médiamétrie sont assez implacables. Ils disent que l'audience stagne dans le temps. Elle augmente pas, certes, mais elle reste constante. Et ça reste des moments de rassemblement. C'est-à-dire qu'un journal télévisé, c'est un moment qui est diffusé en famille, quand on est à table, etc. On peut partager des informations, les discuter. Et un JT qui parle d'informations environnementales, c'est, en termes d'audience, quasiment 7 millions de personnes qui sont exposées à cette information en même temps. C'est une possibilité de dépasser des silos, d'essayer de recréer du lien entre différents pans de la société. C'est en fait l'arme la plus forte qu'on ait pour essayer de s'informer de manière qualitative. Et donc le fait qu'on constate que cette information, dans les temps d'information, les chiffres de l'Observatoire des médias sur l'écologie se focalisent là-dessus, diminue. Et en fait, ça veut dire qu'on est en train d'aller à contre-courant, comme tu l'as rappelé, déjà d'attentes citoyennes fortes, mais également d'un besoin c'est quasiment une arme d'intérêt général pour s'assurer qu'on soit résilient face à des tentatives de désinformation qui vont ne faire que s'amplifier dans les prochains mois. Oui, et surtout à un moment où les effets du réchauffement climatique sont de plus en plus concrets et détruisent de plus en plus de vies. Donc c'est complètement paradoxal au moment où le futur est déjà là de faire comme s'il n'existait pas. Vous avez aussi décidé d'élargir votre analyse au discours de l'inaction, donc les contenus qui peuvent détruire la confiance dans les sciences du climat, les solutions de la transition, les défenseurs de l'environnement, on en a un peu parlé. Et là, vous avez réalisé qu'il y en avait encore plus. Donc vous avez identifié 373 cas de discours de l'inaction. Vous êtes basé sur ce qu'on appelle les narratifs CARDS, qui étaient dans un article de la revue Nature. Et il y a 8 types de discours de l'inaction, comme justement le changement climatique n'existe pas, les énergies fossiles sont essentielles à la société, la science climatique est incertaine, les messagers de la transition sont biaisés. Un discours de l'inaction, qui n'est pas forcément de la désinformation, c'est de dire brûler du pétrole et du gaz, c'est une bonne chose parce que ça permet de nous chauffer et de nous déplacer. Et donc là, c'est un discours de l'inaction, c'est pas forcément faux. Effectivement, on brûle du gaz pour se chauffer, et se chauffer, c'est quelque chose que les gens veulent. Mais là où c'est trompeur, c'est que on pourrait se chauffer autrement. On pourrait utiliser d'autres sources d'énergie qui sont moins polluantes pour obtenir le même résultat. Et dans ce discours de l'inaction, on va omettre ça. On va juste dire les énergies fossiles, c'est génial, vous aimez tout ça, vous en utilisez tous les jours. Je respecte l'avis des scientifiques. Le problème, c'est qu'il y a la vie réelle. Il y a une erreur de croire qu'on va régler le problème du changement climatique en tout d'un coup affamant nos concitoyens d'énergie. Ça marche pas, ça. Ce sera pas acceptable. Et donc voilà, c'est un discours qui ne va pas contenir la fausse information, mais qui va l'impliquer, qui va en fait faire en sorte de rendre les énergies fossiles positives, sans apporter le débat de leurs conséquences négatives aussi. Ouais. Puisque le fait de brûler des énergies fossiles, ça engendre du réchauffement climatique, mais aussi de la pollution atmosphérique, et ça crée environ 40 000 morts par an en France. Donc évidemment, quand on parle de discours de l'inaction, on va cacher ça, et on va juste mettre en valeur ce qui est positif. Votre rapport appelle à une réponse proportionnée de la part des médias, du régulateur, du législateur, mais aussi des annonceurs. Vous invitez à une prise de conscience du grand public pour développer un regard critique sur l'information. Concrètement, quelles sont vos principales recommandations sur cette note ? Et je propose qu'on commence justement par ce que vous recommandez aux médias. La première chose pour les médias, c'est ce qu'on discutait précédemment, c'est qu'ils ont besoin d'augmenter finalement simplement la couverture positive, le fait de communiquer ce qui est vrai, ce qui est connu sur la science du climat, sur les conséquences que l'on commence à observer aujourd'hui, et aussi sur les solutions. Et c'est important de faire en permanence cette couverture-là, parce qu'on pourrait penser que les événements
climatiques se produisant et qui sont influencés par le changement climatique, comme des événements extrêmes, comme des feux qui se produisent par exemple à Los Angeles récemment, on pourrait penser que les gens vont naturellement se penser « Ah oui, c'est quelque chose qui est lié au réchauffement climatique », mais ils ont besoin de comprendre dans quelle mesure c'est le cas. C'est le manque de contexte en fait qui est souvent donné à des événements climatiques extrêmes où on dit simplement il s'est passé ça, il y a eu une inondation, et on va pas forcément parler de l'artificialisation des sols, des risques d'inondation en France, de leurs causes, etc. Voilà, donc les médias peuvent expliquer cette complexité-là, le fait qu'il y a plusieurs causes et que le réchauffement climatique en est une, face à une sorte de pensée simplificatrice qui va s'imposer ailleurs, notamment sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important aussi de rappeler que ces stratégies de désinformation et ces arguments sont récurrents, enfin ils sont répétés, ils sont martelés, et ça permet aussi d'apprendre des précédents cas pour éviter qu'ils ne se répètent. Et donc nous, ce qu'on appelle aussi nos vœux, c'est de s'assurer que une fois qu'une première séquence, dans une séquence par exemple d'interview politique, nous a laissé peut-être dubitatif ou incertain sur la manière de le contredire, et ben qu'en fait il y a une réflexion interne sur la manière dont on évite que ça se reproduise. Oui, comment est-ce que les journalistes peuvent être, même les journalistes politiques peuvent être formés sur les questions écologiques pour ne pas laisser des politiques dire n'importe quoi. Exactement. Et en fait, comme on l'a répété, le climat est devenu un sujet généraliste. C'est plus un sujet qui peut être cantonné aux journalistes qui sont les plus experts sur la question. Et les journalistes qui sont les plus exposés, que ce soit dans des débats politiques, mais aussi tout simplement dans les matinales radio, dans les journaux télévisés, dans des interviews où ça demande d'être très réactif, c'est les journalistes qui doivent être les plus préparés à recevoir ces arguments récurrents. Mais ça demande pas non plus une complexité extrême, c'est-à-dire que les narratifs qu'on a détectés, en fait, se ressemblent d'une chaîne à une autre, d'une séquence médiatique à une autre. Donc il y a aussi une question de à quel point on est résilient par rapport à quelque chose qui n'est pas non plus d'une espèce de complexité, inébranlable, quoi. C'est aussi une question de prise de conscience au niveau des directions et des rédactions en chef au sein des médias, de se dire qu'à un moment donné, s'il n'y a pas une réaction suffisamment rapide, honnêtement, ils vont se faire rattraper parce que on observe un élargissement de la fenêtre d'Overton, de la fenêtre du disciple dans le débat public. On constate qu'en fait, les personnes qui désinformaient sur le climat sont de plus en plus nombreuses, sont de plus en plus dispersées dans le débat public. Et en fait, c'est beaucoup plus facile de cantonner une menace quand elle est petite plutôt que quand elle s'est élargie. Donc, nous, ce qu'on appelle, c'est que en fait, les journalistes réagissent dès maintenant, et c'est aussi le cas pour l'autorité de régulation audiovisuelle. Ça fait aussi partie de nos recommandations. En fait, on a saisi côté Quota Climat plus de 25 fois désormais l'autorité de régulation audiovisuelle sur des cas de désinformation avérés sans contradiction à côté de la séquence. Ce qu'on a constaté, c'est que ça a fait l'objet de 3 décisions l'année dernière en 2024, donc 2 mises en garde de Sud Radio et une première sanction financière de 20 000 € pour CNews, qui était une première mondiale. Donc on était ravis de cette première décision et de ce courage, entre guillemets, de l'Arcom de se positionner. En revanche, désormais, la note établit qu'on a 128 cas en l'espace de 3 mois. En fait, ça dépasse désormais déjà les compétences de l'Arcom d'instruction des dossiers, puisqu'on ne peut pas statuer sur 128 cas aussi rapidement, et c'est en l'espace de 3 mois. Donc peut-être que le temps qu'ils prendront à statuer sur ces cas, on en aura encore découvert 300 suivants. Donc en fait, il y a une question aussi de dissuasion et de réponse proportionnée avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est vraiment ça, je pense que le message qu'on souhaite tracer dans les recommandations, c'est de se dire que la réaction, elle peut déjà être prise parce que les compétences des autorités de régulation et l'état du droit existant est suffisant s'il est interprété comme étant en faveur de la défense du droit à l'information et de la lutte contre le changement climatique. Mais vous pensez vraiment que les médias qui font de la désinformation climatique vont arrêter de le faire parce qu'ils ont peur d'avoir un rappel à l'ordre de l'Arcom ? Enfin, je suis désolée, mais... En fait, on peut se dire que l'Arcom a déjà eu des succès par le passé. Par exemple, avec la suppression de la fréquence TNT à C8, ça s'est produit parce qu'il y a un cumul de sanctions. Et dans la chaîne de sanctions apposée à l'Arcom, on a d'abord la mise en garde, ensuite la mise en demeure, puis la sanction financière. Et ensuite, on peut escalader les montants de cette sanction financière. Et au bout d'un moment, même les responsables juridiques ou les dirigeants de grands médias commencent à être dérangés d'une sanction à plusieurs millions d'euros. Donc bien sûr que ça peut bouger. Je pense qu'il y a une question aussi de réponse qu'on peut s'attendre à observer en tant que citoyen. Je pense qu'une réponse qui serait trop forte serait tout aussi délétère qu'une réponse qui serait pas assez forte. Donc on ne peut pas non plus demander à l'Arcom de se positionner de manière tonitruante sur un premier cas, parce que bien sûr que le backlash derrière politique serait énorme et que ça alimenterait des narratifs qui seraient pas forcément constructifs par rapport au débat qu'on porte. Donc
En fait, je pense que ça se construit dans le temps long. En revanche, ça peut être commencé dès maintenant. Et ce qu'on constate, c'est que nous, les temps d'instruction des saisines sont aujourd'hui de l'ordre de 8-9 mois, alors que le président de l'Arcom, le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, avait dit à Média Enseigne il y a quelques mois que le temps moyen était de 3 mois. Donc on voit que les questions de climat, ça pose des questions profondément difficiles à arbitrer en interne, mais c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne devrait pas avancer. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'il est urgent de le faire. Vous demandez aussi aux législateurs de réagir avec une proposition de loi qui vise à garantir le droit d'accès du public aux informations relatives aux enjeux environnementaux et de durabilité, qui date de novembre 2024. Et vous appelez à ce qu'elle soit inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Quel impact elle pourrait avoir, cette proposition de loi, et qu'est-ce qu'elle contient rapidement ? La proposition de loi, elle contient 7 articles. Donc, c'est une proposition de loi qu'on avait initialement rédigée avec l'Institut Rousseau il y a 3 ans, qu'on porte depuis un petit moment désormais, partant du principe que les carences à la fois quantitatives mais aussi qualitatives, l'absence de lien entre les événements météorologiques extrêmes et le consensus sur le climat, etc., sont désormais des problèmes qui sont tellement structurels qu'il faut y apporter une réponse systémique avec une évolution de la loi. Et le premier article de cette proposition de loi, c'est de doter l'Arcom de la compétence permettant de décider ce qui relève du débat d'opinion ou de la désinformation, et de faire de l'état des connaissances scientifiques sur le climat un fait, et non plus une opinion qui est librement discutée sans contradictoire. Et la directrice générale adjointe de l'Arcom, suite à la publication de notre note, a déclaré au sein du Nouvel Obs que c'était déjà le cas en termes de pratique décisionnelle, c'est-à-dire qu'ils considéraient déjà que l'état des connaissances scientifiques sur le climat faisait état de fait. Mais il faut savoir que c'est assez inédit d'avoir une autorité de régulation du visuel qui se positionne de cette manière. Et donc, c'est assez insécurisant de ne pas l'avoir inscrit dans la loi. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est que ce soit inscrit dans le dur pour que, déjà, d'une part, ça puisse peut-être essaimer et inspirer d'autres autorités de régulation, et que l'Arcom ne soit pas isolé dans cette pratique décisionnelle. Et que si, par exemple, en 2027, quelqu'un de différent arrive au pouvoir avec une manière un peu différente de percevoir la régulation médiatique, qu'on ait peut-être dans un premier temps, pour quelques mois, une espèce de socle de résistance par rapport à voilà, ça. Ouais. Qui nous permettent d'y répondre de manière proportionnelle, parce que il y a toujours une différence entre dire qu'on fonctionne comme ça, mais parce que c'est une interprétation qu'on a, et le fait de dire qu'en fait on s'est sécurisé par la loi, et que désormais même le Conseil d'État n'aurait plus une libre interprétation de ce qui relève de ma pratique de décision. Donc c'est ce qu'on propose de sanctuariser. Et faut savoir que cette proposition de loi, elle a été co-signée par 80 députés de 8 groupes politiques. Donc ça fait aussi état d'un espèce de consensus par rapport au fait qu'il y a une urgence à mieux traiter ces questions. C'est pas quelque chose qui est centré au niveau de la gauche du spectre politique comme on pourrait s'y attendre. Et c'est aussi parce que les élus de tout bord politique ont besoin d'avoir un espace de fait à partir duquel on puisse construire des propositions et avoir des débats sains. Et c'est de moins en moins le cas. Donc je pense que c'est aussi cette urgence qui ressort de l'adhésion à la proposition de loi. Et vous appelez aussi justement la société civile à être exigeante sur ses sources, vérifier l'information, diversifier aussi les sources, soutenir la presse indépendante. Merci à vous. Est-ce qu'il n'y a pas quand même un peu un sentiment d'impuissance en fait de la part de la plupart des citoyennes et des citoyens face à ce raz-de-marée de désinformation qui touche aussi un peu toutes les catégories sociales ou les catégories d'âge? C'est sûr qu'on ne peut pas demander simplement au public d'être le rempart total contre toute la désinformation. Par contre, se former, comprendre les problèmes, comprendre que quand on entend quelqu'un nous parler de climat, c'est pas forcément un expert, mais c'est peut-être quelqu'un qui a un conflit d'intérêts. Voilà, se poser ce genre de questions-là. Comprendre aussi qu'il y a des médias aujourd'hui qui sont possédés par de riches individus qui ont un agenda, qui sont là non pas pour les informer, mais pour essayer de les influencer. Ça, c'est très important et je pense que les citoyens peuvent le comprendre. Donc ça veut dire, de notre côté aussi, qu'il faut montrer non pas juste la désinformation, mais aussi quels sont les acteurs derrière qui la poussent. Et donc, voilà, les citoyens sont quand même... l'éducation aux médias, c'est le dernier rempart qui protège les citoyens contre cette désinformation. On a parlé des médias, on a parlé de la régulation, mais voilà, à l'échelle individuelle, il y a quand même un travail qui peut être fait pour se renforcer, pour rejeter certaines choses que l'on pourrait avoir envie d'entendre, comme « ne vous inquiétez pas, ne faites rien, le changement climatique, c'est pas grave ». Voilà, on peut, à l'échelle individuelle, se renforcer pour
être plus résistants face à la désinformation. La pire chose qui pourrait se produire, c'est que de plus en plus de personnes qui sont très convaincues par l'urgence écologique cessent de consommer les médias qui ont commencé à désinformer sur ces sujets et ne prennent plus du tout le pouls de ce qui s'y déroule. Et nous, quand on a commencé à se reconnecter à certains médias pour juste faire de la veille, ça nous a aussi frappé, mais je pense que c'est important de comprendre l'information qui est donnée à consommer à une partie de la société avec laquelle on n'échange pas forcément. Mais je pense que c'est aussi pour ça que on le fait avec Blast et d'autres médias indépendants. On donne à voir, en fait, aussi ce qui est dit en permanence sur les chaînes d'information en continu que, voilà, une grande partie, enfin, en tout cas, une partie des Français ont décidé de déserter parce que, justement, ils en avaient marre d'être désinformés. Vous avez une autre technique, justement, pour faire en sorte que les médias réagissent, c'est l'interpellation, c'est ce que vous faites avec Quota Climat. Est-ce que ça fonctionne? Parce que vous le faites aussi bien, vous le faites aussi beaucoup avec des médias publics, et notamment France Info, récemment, suite à une de vos interpellations, a carrément publié une mise au point sur sa chaîne après des propos climato-sceptiques qui avaient été tenus. Je tenais à faire une mise au point suite à des propos climato-sceptiques prononcés récemment sur ce plateau par le représentant d'un candidat. Je rappelle qu'il y a un consensus scientifique, notamment des experts du GIEC, sur la responsabilité humaine certaine dans le réchauffement climatique. Voilà qui est dit. Alors, c'est pas tous les jours qu'on a des rectificatifs en direct, malheureusement, mais ce cas, il était assez emblématique parce que donc c'était le représentant de Trump en France qui avait été invité sur l'heure américaine de France Info, qui était une émission qui avait été réalisée pendant la durée des élections pour décrypter les élections. Et donc, il a dit pendant 4 fois d'affilée, que le réchauffement climatique n'était pas causé par l'homme sur un plateau de 1 heure. Et ça n'a pas été contredit à aucune reprise par les personnes qui étaient sur le plateau, et même par le présentateur, ce qui était une enfreinte directement explicite à nos droits à l'information, et notamment dans l'audiovisuel, où ils ont des compétences en matière de développement durable qui sont encore plus étayées que les médias privés. Et donc, 2 jours après, ça a été corrigé en direct par le même présentateur qui s'est excusé de ne pas avoir rappelé qu'il y avait un consensus scientifique qui contredisait ce propos. Le problème, c'est que le rectificatif survient 2 jours après et que c'est pas forcément les mêmes personnes qui sont exposées à cette information. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye aussi d'expliquer parce que souvent, ils peuvent avoir l'impression que l'équilibre se fait sur la durée. Sauf qu'en fait, il y a des pratiques de consommation d'informations aujourd'hui ne sont pas continues. Donc, c'est pas possible de considérer qu'en fait, si on a une émission sur l'environnement quelques heures avant, eh bien, les personnes qui vont consommer une information en provenance d'un acteur économique qui n'est pas recontextualisé ferait le lien entre les deux, c'est juste pas possible. Mais donc l'interpellation, c'est une technique qui fonctionne bien. Je pense qu'en fait, il y avait juste personne qui le faisait vis-à-vis des médias en matière de traitement des questions environnementales. Et donc, on avait besoin de ce contre-pouvoir tout simplement pour qu'il y ait une espèce de pression qui s'opère et aussi qu'on se fasse les relais des attentes citoyennes fortes. Tu l'as rappelé concernant la consommation d'informations environnementales. Dans toutes les études de confiance et d'attente vis-à-vis des médias, les questions d'accès à l'information environnementale, c'est le sujet sur lequel il y a le plus de manques exprimés. Donc, c'est important qu'ils s'en rendent compte. Et par contre, c'est important de préciser qu'on ne fait jamais des interpellations ad nominem vis-à-vis de journalistes. On fait toujours par rapport à la structure médiatique, parce que selon nous, c'est les cadres de production d'informations, c'est les structures de gouvernance et la manière dont il y a des hiérarchisations de thématiques qui s'opèrent dans les rédactions, qui expliquent ensuite que ça se produise comme ça au cas par cas. Et donc, c'est important de dire qu'en fait, on n'appelle pas forcément à ce que un journaliste individuellement se remette en question, même si c'est bien sûr important, mais bien que le média prenne en considération l'ampleur du défi et l'adresse de manière globale. Alors, vous allez élargir votre analyse jusqu'en septembre, jusqu'au rapport final, avec notamment d'autres pays et des partenaires locaux au Brésil, en Allemagne ou en Pologne. Quel est votre objectif, justement, avec cette idée de donner une dimension internationale à ce travail? Alors, un des premiers objectifs, c'est déjà de mesurer. C'est quand même ce qui était très original dans cette étude, c'est que pour la première fois, on quantifie. On va aussi comparer tous les médias en leur appliquant la même méthode. Donc on ne peut pas dire que nous sommes des activistes. Par exemple, moi je représente une association de scientifiques. Nous sommes des scientifiques. Nous essayons d'avoir une approche qui est propre, reproductible et qui est juste. C'est-à-dire que nous traitons tous les médias de la même manière. Et donc cette quantification qui est nécessaire, on doit aussi la faire à d'autres endroits pour se rendre compte est-ce que ce phénomène est planétaire? Est-ce qu'il affecte d'autres régions ou pas? On sait déjà, parce que nous on travaille beaucoup sur les États-Unis, que c'est un phénomène d'ampleur colossale aux États-Unis. Science Feedback a beaucoup étudié et fait des vérifications par rapport à ce qui se dit dans les médias anglophones. Donc on sait qu'il y a beaucoup de communication entre ce qui se dit aux États-Unis et ce qui se dit en France.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de recyclage finalement d'informations. Les arguments climato-sceptiques qui sont développés par des intérêts économiques américains sont réutilisés, sont adaptés au contexte local et arrivent en France. Donc, une des premières choses que l'on veut voir, c'est établir cette circulation, établir la prévalence, l'ampleur du problème à différents endroits de la planète. Et plus généralement, sur la prise de conscience globale, on est vraiment dans une année qui est assez charnière en matière d'adresser la question de l'intégrité de l'information sur le changement climatique. Il y a une initiative globale qui a été lancée par les Nations Unies, l'UNESCO et le gouvernement brésilien pour préparer la COP30 et en faire pour la première fois un item de négociation de la COP30. Donc c'est en fait assez tonitruant comme changement dans la manière de pratiquer les négociations, parce que ça veut dire que pour la première fois, on prend en considération les stratégies d'influence qui visent à ralentir les objectifs de décarbonation mondiale. Donc ça, c'est un contexte global qui est très favorable au fait qu'on produise de la donnée. Mais par contre, pour convaincre, il faut bien sûr qu'on soit en capacité d'objectiver le phénomène. Et donc, on parlait tout à l'heure du fait qu'on aurait pu s'y attendre, que c'était pas si surprenant que certains médias désinforment. Alors déjà, pour certains, c'est surprenant. Enfin, nous, on est bien sûr dans le sujet, donc en fait, on a l'impression que c'est évident, mais pour certains décideurs politiques avec qui on échange de régulation médiatique, ils découvrent vraiment le pot rose. Et au-delà de ça, c'est bien aussi de juste savoir de quelle ampleur, de quelle magnitude on parle, pour pouvoir apporter une réponse qui soit cohérente et qui soit la plus précise possible pour pas forcément brider la liberté d'expression non plus, parce que il y a aussi cette menace qu'on doit s'appliquer à nous-mêmes également. Et donc, les pays qui vont être les plus mobilisés pour obtenir des engagements internationaux sur ce sujet, c'est les pays sur lesquels on travaille le plus. Le Brésil étant le pays hôte de la COP30, c'était pour nous naturel de s'y pencher. Et la raison pour laquelle ils travaillent le plus sur la désinformation climatique, c'est parce que là-bas, les défenseurs de l'environnement sont menacés de leur vie. C'est des sujets qui vont les impacter dans leur vie courante. Enfin, de la désinformation qui porte sur des individus, ça peut mener à des meurtres. Donc c'est important de rappeler que les contextes sont très différents d'un pays à l'autre. Et avoir l'Allemagne dans la balance, c'était aussi important pour nous pour convaincre l'Union européenne de vraiment faire de lance sur la question de la protection du droit à l'information environnementale au niveau international. Et peut-être pour finir, la question de la Pologne. Il est très particulier parce que la Pologne fait face à des ingérences russes qui sont très fortes, parce que la Russie a son champ d'influence dans lequel la Pologne est très stratégique. Et le Premier ministre polonais Donald Tusk a commandité une étude en fin d'année 2024 qui a été publiée sur l'état de la désinformation dans le pays. Ils se sont rendus compte que la désinformation climatique était l'un des sujets les plus exposés aux ingérences russes. Un tiers des documents officiels qui ont été étudiés et qui faisaient mention du climat contenait des narratifs en provenance de la Russie qui avaient été tordus pour faire appel à des arguments qui les arrangeaient. Et donc ça, c'est important de dire qu'en fait, on est dans une situation qui a été appelée par le gouvernement polonais de guerre cognitive sur notre sol européen et sur lequel le climat fait partie des sujets les plus exposés. Donc on ne parle plus du tout d'une question qui est légère ou qu'on pourrait considérer comme de long terme. On est dans une situation d'urgence où ces éléments-là sont utilisés comme des armes de guerre. Et donc c'est important d'y répondre avec proportionnalité, et c'est pour ça qu'aussi la réponse ne peut pas uniquement être franco-française, et que pour nous c'est important d'utiliser ce qu'on a développé pour le répliquer là où ça va être le plus utile. Dernière question, on en a déjà un peu parlé, mais qu'est-ce que vous aimeriez provoquer comme réaction avec votre travail? Et est-ce que vous pensez vraiment qu'il est possible de réduire significativement la désinformation climatique dans un contexte où les médias privés dominent une partie de l'audiovisuel, que ce soit en France, mais aussi en Europe ou aux États-Unis, avec des milliardaires qui ont des projets politiques bien précis et des intérêts fossiles, économiques, qui font tout pour que finalement il n'y ait pas d'action sur les questions climatiques et qui profitent de la désinformation et qui l'organisent? Une première réponse, c'est une prise de conscience. Se rendre compte que ce phénomène existe, se rendre compte qu'il y a une dérive. Et on peut regarder, je pense que c'est toujours utile de regarder ce qui se passe aux États-Unis pour se rendre compte de ce qui pourrait arriver ici en Europe. Et aux États-Unis... C'est ce qu'on dit beaucoup à Blas, c'est que les États-Unis sont un peu notre dystopie avec quelques années. Oui, voilà. Et donc, ils ont dérivé vers un modèle où l'information était là pour informer le public, pour leur traduire ce qui se passe dans le monde, pour les éduquer sur la compréhension du monde, à quelque chose qui est beaucoup plus de l'ordre de l'influence. Donc, il y a eu beaucoup de dérégulation des médias aux États-Unis qui font que maintenant, le paysage est dominé par des médias d'influence. Donc, c'est important de bien l'intégrer. Ils ne sont pas là, avant tout, pour informer le public, mais pour faire gagner un parti.
Donc c'est le cas par exemple de Fox News, c'est le média le plus regardé aux États-Unis. Et comme CNews en France d'ailleurs, qui est devenue la chaîne d'information la plus regardée. Voilà, et donc Fox News, c'est avant tout là pour faire gagner le Parti républicain. C'est clair, c'est évident, c'est transparent, personne ne se pose cette question. Et donc si on dérive vers un modèle comme ça, en France aussi, eh bien on va continuer à polariser la société, on va avoir de plus en plus de conflits. Et donc voilà, c'est vraiment cette prise de conscience de cette tendance. Et on a pris cette tendance. On voit que effectivement en France, on commence à avoir des médias qui vont répliquer le modèle américain et qui sont là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre et pour aider leurs actionnaires. Et donc voilà, faire en sorte d'essayer, dans la mesure du possible, de protéger ce que l'on a, c'est-à-dire une information de qualité qui est là et en qui on peut faire confiance. Et les Français peuvent en grande partie faire confiance aux médias publics notamment, mais même des médias privés qui ont encore cette mission d'intérêt général. Et donc cette mission-là, elle peut être protégée par une volonté du public et par une volonté politique aussi. Puis il y a une concordance des temps qui permet aussi une prise de conscience du sujet climat comme un sujet plus généraliste, encore une fois. Quand on voit que, par exemple, CNews a donné la parole à des porte-paroles russes dernièrement, ça a donné lieu à une déclaration du président de la République qui disait qu'il commençait à avoir peur de cette dérive. Donc, on se dit, bon, il était temps d'avoir peur, puisque nous, on avait peur depuis assez longtemps, mais en fait, le fait est qu'on commence à réaliser à quel point c'est aussi un problème de souveraineté et de sécurité informationnelle. Et le fait de tomber dans ce registre de la sécurité et de la souveraineté, paradoxalement, même si c'était pas forcément le registre dans lequel on aurait aimé être, il peut aussi peut-être aider à travailler sur des sujets climat qui n'étaient pas pris au sérieux jusqu'à présent. Et donc peut-être que cette concordance des temps, elle va être favorable au fait qu'on adresse ce problème en priorité et qu'on réalise enfin à quel point le risque, il est présent. Merci à tous les deux d'être venus sur Blast. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de cet entretien. Comme toujours, je vous mets en description plusieurs liens pour aller plus loin sur le sujet, notamment vers nos vidéos sur le traitement médiatique de l'écologie et le contexte actuel. Blast est un média indépendant qui a mis l'urgence écologique au cœur de sa ligne éditoriale. Et nous avons besoin de vous pour continuer à informer librement et rigoureusement. Alors, si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.